Cette vidéo est une adaptation de la conférence prononcée le 19 octobre 2023 à Vendeuvre, à l'occasion de l'exposition Hector Michaud, ébéniste oublié de l'Art Nouveau, organisée par la Société Lorraine des Habits des Arts et des Musées. Voici tout d'abord deux portraits d'Hector Michaud qui datent approximativement de 1905-1910. Mais avant d'être un adulte barbu, Hector a été un bébé qui est né le 21 avril 1874 à Noyers-sur-Serein, dans l'Yonne. Ses parents tenaient une des deux épiceries du village. Voici le portrait de sa mère, Clémentine Gros. Le jeune Hector était, semble-t-il, un élève turbulent et qui n'a pas fait des étincelles dans son parcours scolaire qui s'est arrêté au certificat d'études. Il a alors été mis en apprentissage chez un des menuisiers ébénistes du village. Puis il a complété sa formation en devenant compagnon du Tour de France avant de revenir à Noyers. À l'âge de 20 ans, en 1894, il a été appelé au conseil de révision, ce qui nous permet, en consultant sa fiche de recrutement, de connaître sa taille, 1,70 m. À cette époque, il y avait encore un tirage au sort qui permettait, dans le meilleur des cas, d'en prendre pour 1 an et dans le pire pour 3 ans. Eh bien, il n'a pas eu de chance puisqu'il a eu droit à 3 ans et qu'il a été incorporé de 1895 à 1898 au 79e régiment d'infanterie de Nancy, où il a accédé à un poste de musicien. Malgré tout, cette incorporation lui a donné la chance d'assister à l'éclosion de l'école de Nancy avec les productions d'Émile Gallé et de ses émules. Dans les domaines de la menuiserie moderne, en haut à droite, Eugène Vallin se faisait connaître avec les vitrines et les portes de la Compagnie Générale Électrique en 1899, d'une inspiration encore néo-médiévale. Et en bas, à droite, dans le domaine de l'ébénisterie moderne, Louis Majorel remportait à égalité avec Gallé le Grand Prix à l'Exposition universelle de Paris en 1900. Il présentait, entre autres, ce bureau au nénuphar, dans une esthétique se détachant de celle de Gallé, plus proche à la fois du XVIIIe siècle et de la ligne parisienne de l'Art Nouveau. Si son embauche chez Vallin n'est pas prouvée par des documents, en revanche, nous sommes sûrs que Michaud a été embauché chez Majorel, comme le prouve cette photo prise dans les ateliers Majorel de la rue du Vieil-Être. Au premier plan, c'est son ami Jean Janig. Il s'est également rapproché de l'Université populaire qui a été fondée en 1899 avec le soutien, entre autres, d'Émile Gallé. Il y a fait des conférences et il s'est aussi intéressé à la politique, car l'Université populaire et la Maison du Peuple ont été financées par Charles Keller, un ancien communard devenu très fortuné par son mariage. C'est ainsi qu'il est apparu sur la liste électorale formée par la Maison du Peuple et le Parti socialiste aux élections municipales de 1904. Il est alors qualifié d'artiste industriel. Bien entendu, il n'a pas été élu car cette liste classée à l'extrême gauche a recueilli peu de voix. Nous n'avons pas tellement le temps d'approfondir le sujet, mais je vous rappelle que Charles Keller était cousin d'Émile Gallé, qu'il a fondé le journal radical socialiste et Dreyfusard L'Étoile de l'Est, que Victor Prouvé et Eugène Vallin ont décoré la Maison du Peuple en 1902. Ce qui ne veut pas du tout dire que Gallé, Prouvé et Vallin étaient des socialistes révolutionnaires. À l'Université populaire, il a aussi pratiqué le théâtre. Le voici avec la troupe de l'opérette Nos bicyclistes de Théodore Botrel. Le cliché a été pris en 1904. Il interprétait le personnage de Lambert. Et c'est par le théâtre qu'il a rencontré sa future fiancée, Paul Arnu, qui jouait dans la troupe amateur de l'Université populaire. Il lui a offert cette étagère, au décor de mûrier, sur laquelle il a gravé cette devise un peu curieuse. Si je donne la douceur, je procure la douleur. En tout cas, cela n'a pas effrayé Paul Arnu puisqu'ils se sont mariés en mars 1906. Mais avant de l'épouser, Hector Michaud a voulu, comme on disait, se créer une situation. Il s'est donc installé à son compte en 1904 au 5 rue Sainte-Anne. Voici son papier en tête, avec un rinceau décoratif aux lignes végétales en coup de fouet, qui parviennent donc à allier style nancéien et style parisien.
ce sont bien les meubles d'art moderne qui sont mis en exergue en haut. Peu de meubles de cette première époque nous sont connus. Il y a tout de même ce très beau porte-manteau qui a une double fonction puisqu'il sert aussi de porte de cave. La poignée que vous voyez au centre permet de manipuler la porte. Il y a un abondant décor de sculptures de pavots, de raisins, d'oiseaux et d'escargots. Et en partie supérieure, un beau panneau en bronze ajouré au motif de pavot, ce qui permet de ventiler cet escalier de cave. Nous connaissons aussi une chambre à coucher, signée et datée de 1904. Et cela me permet d'ailleurs de raconter une histoire amusante qui n'est pas à la gloire du marché de l'art. J'ai découvert cette chambre au milieu des années 90 chez une sympathique dame âgée qui pensait avoir une chambre de jeune Valin et qui m'avait invité à aller la voir. Comme vous le pensez, j'y suis allé en courant. Mais en voyant la chambre, je lui ai dit « Ah non, ce n'est pas du Valin, c'est sans doute du Hector Michaud. » Et en me penchant sur l'armoire, j'ai effectivement découvert la signature de Michaud. Quelques années plus tard, en 1999, elle a voulu la vendre et elle m'a demandé de en rédiger la notice. C'est Fabrice Cunegel qui l'a achetée et c'est lui que vous voyez ici en train de la remettre en état. Puis Fabrice a revendu la chambre à coucher en 2002 à Besançon où il habitait alors. Il l'a alors loyalement vendue sous le nom d'Hector Michaud. Parmi les meubles de cette chambre, il y avait ce meuble de toilette avec une vasque en céramique, un plateau et une niche en marbre. Détail important, contrairement aux autres, ce meuble n'était pas signé. Mais, surprise, en 2011, le meuble de toilette est réapparu seul sur le marché de l'art à Paris, chez Millon, à l'hôtel Drouot. Mais plus tout à fait dans le même état. Il était complètement maquillé et vendu en tant que buffet par Eugène Valin. Les poignées d'origine, qui étaient tout à fait banales, ont été changées pour des nouvelles poignées inspirées de celles de la porte de l'immeuble Margot de Valin au 86 rue Stanislas à Nancy. La vasque, le plateau en marbre et sa niche avaient été supprimés. Le fronton avait été rallongé avec de nouveaux pieds pour reposer sur un nouveau plateau en bois. Évidemment, le meuble présenté en catalogue était assorti d'une estimation canon à la hauteur de sa nouvelle identité, 15 000 à 20 000 euros. À ce moment-là, je n'ai pas voulu taper le scandale tout de suite, en espérant plutôt faire un coup d'éclat en dénonçant ce maquillage après la vente. Mais malheureusement, les amateurs d'art nouveau n'y s'y sont pas laissés prendre et le « buffet par Valin » entre guillemets a été ravalé et il est retourné chez son propriétaire à Besançon. Mais ce n'est pas fini, car ce meuble est à nouveau passé en vente aux enchères en juin 2022 et à nouveau à Besançon. Cette fois, il était seulement attribué à Valin. Mais curieusement, il était redescendu de buffet à meuble de toilette. Ce qui fait que l'estimation était bien plus raisonnable, 2 500 à 3 000 euros, ce qui lui a fait trouver un nouveau propriétaire, lequel n'a pas manqué de m'informer aussitôt de sa bonne fortune. Revenons à des choses plus sérieuses. Assez rapidement, Michaud a transféré son atelier en 1907 au 100 rue Charles III. Nous disposons de cette publicité parue dans l'Annuaire de Lorraine en 1907. Et si l'on regarde un plan, on s'aperçoit qu'on se trouve à proximité immédiate de la maison et de l'atelier d'Eugène Valin. C'est peut-être une coïncidence, mais peut-être pas, comme nous le verrons plus loin. Et certainement dès l'année suivante, il a à nouveau transféré son atelier un peu plus au sud de Nancy, au 10-12 quai de la Bataille, le long de la voie de chemin de fer. L'emplacement devait être plus commode et il y serait sans doute resté si l'histoire ne l'en avait pas délogé. Le voici dans la cour de l'atelier avec ses 5 ouvriers et un apprenti. Pour le cliché, ils ont sorti des meubles en cours de réalisation et Hector Michaud a pris la pose d'un créateur inspiré. Le jardin et la cour sont aussi l'occasion de clichés de famille avec sa jeune sœur Antoinette, son épouse Paul, son père Antoine-Marie et une petite voisine ou une petite cousine. Hector a pris ici la pose d'un peintre avec sa palette et un tableau qu'il a réalisé. Et ce tableau existe toujours puisque nous l'exposons. Il s'agit d'une huile sur toile, c'est une vue de la rue de l'Église à Noyers-sur-Serein, son village natal.
Je mentionnais la gamine sur la photo car à l'époque du cliché en mai 1911, Hector et Paul avaient perdu en 1908 un petit Roger et 2 jumeaux morts-nés peu avant, ce qui les avait beaucoup affectés. Mais en décembre 1912, Paul a donné naissance à une petite Ginette qui sera leur unique enfant et qui a vécu jusqu'à l'âge de 99 ans. Elle a ainsi pu transmettre à sa famille de nombreuses indications sur son père. On la voit ici à l'âge d'1 an environ, agrippant une sellette. Notez aussi sur la photo de gauche la présence de meubles de l'atelier en arrière-plan. Pour prendre de bons clichés de ces meubles, la lumière à l'intérieur de l'atelier était souvent insuffisante, ce qui explique que bon nombre de clichés ont été pris dans la cour ou dans le jardin. Ici, Hector Michaud profite du reflet de la glace de l'armoire pour sourire aux spectateurs. Cela fait partie de son caractère très enjoué, voire farceur. Sur cet autre cliché, c'est le visage de sa jeune sœur Antoinette qui apparaît dans le reflet du miroir de la coiffeuse. Il y a les photographies pour garder la mémoire des meubles réalisés, mais il y a aussi les dessins qui peuvent avoir été faits avant ou après la réalisation. Ceux que nous connaissons de la période nancéienne de Michaud sont majoritairement réalisés au pastel sur papier fort de couleur sombre. Est-ce que ce sont ces dessins assez peu poussés et, disons-le, pas très séduisants, qui étaient présentés à la clientèle avant d'obtenir la commande? C'est possible, mais peut-être s'agit-il simplement de dessins de recherche ou d'archivage. En tout cas, ces créations sont toutes parfaitement dans le style de l'école de Nancy pour du mobilier destiné à la moyenne bourgeoisie locale. La clientèle des commerces était également visée. Nous avons récemment appris qu'il avait travaillé pour des aménagements de chambres dans l'hôtel d'Angleterre qui se situait au-dessus de la brasserie de l'Excelsior. Il a aussi fourni plusieurs tailleurs nancéiens, dont les Gilets Lafont. Et en 1910, il a réalisé l'aménagement intérieur du tailleur Rasson et Leroy, 11 rue Gambetta. Vous avez peut-être connu les reliquats de son travail à la même adresse chez Tolube. Malheureusement, les gérants successifs se sont appliqués à les faire progressivement disparaître. Il y a une vingtaine d'années, on pouvait encore voir ce bureau et quelques menuiseries d'un salon d'essayage qui étaient pourvus de panneaux de verre gravés de paysages vosgiens. La couche de verre plaqué de couleur violine était progressivement attaquée à l'acide pour en dégager le motif. Cette technique de la gravure à l'acide avait tout d'abord été utilisée sur des vases par les verriers nancéiens, puis elle avait été reprise pour le vitrail par Jacques Gruber qui l'employait aussi pour orner son mobilier. Plusieurs ateliers nancéiens pratiquaient cette technique, dangereuse pour les poumons, et c'est à l'un d'entre eux qu'Hector Michaud sous-traitait ce type de panneau. Après-guerre, nous savons qu'il s'est adressé à Delatte. Mais son atelier mettait aussi en œuvre d'autres techniques, comme le staff, par exemple pour cet angle de corniche au motif d'algues, des goémons en l'occurrence. Là aussi, une fois le modèle obtenu en plâtre, la production des éléments en staff pouvait être sous-traitée auprès d'un atelier spécialisé. Le cuir repoussé pour des panneaux de meubles ou des sièges pouvait également être sous-traité. Ici, un panneau aux cerises qui est resté dans les collections familiales. Et puisque nous avons évoqué ce thème des algues et donc de la mer, nous allons passer en revue quelques réalisations sur ce thème qui semble avoir vraiment fasciné Hector Michaud. Il est né bourguignon et a vécu ensuite en Lorraine puis en région parisienne. Donc il a sans doute eu très peu l'occasion de tremper ses pieds dans l'océan. Et pourtant, ce thème revient avec insistance tout au long de sa vie. Voici à droite le dessin d'un panneau qui a été réalisé en verre gravé et qui a pris place sur cette bibliothèque qui est aussi sculptée d'algues à sa partie supérieure. Ce motif, nous le retrouvons sculpté sur l'un de ses plus beaux ensembles, un cabinet de travail qu'il appelle La Mer et qu'il a édité à plusieurs reprises. Je ne suis pas spécialiste des algues, mais il me semble bien que Michaud fait ici un curieux croisement entre les goémons qui comportent des vésicules qui servent de flotteurs et les algues de type Philophora qui ont une forme évasée et découpée, graphiquement plus intéressante, mais qui n'ont pas de vésicules.
Voici la vitrine bibliothèque dans son entier. Nous aurons l'occasion de reparler un peu plus loin de sa structure puisqu'il l'avait utilisée antérieurement comme buffet de salle à manger. Et voici le bureau qui était assorti à la vitrine avec ses belles poignées dégagées dans l'épaisseur du bois. L'ensemble est daté 1913, mais avec une certaine incertitude car la date gravée est difficile à lire. Nous avons la chance d'avoir cette photo prise dans l'atelier. Elle montre bien le bureau achevé, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la présence en arrière-plan de la vitrine qui est à un stade rarement photographié. Nous voyons ici la juxtaposition des pièces de bois à peine dégrossies, avant que le sculpteur ne les affine et ne joigne les lignes et avant de terminer en dégageant le décor final. Donc, à cette époque, tout irait pour le mieux pour Hector Michaud, si ce n'est que nous nous rapprochons dangereusement de 1914. Le voici costumé en sapeur avec hache, pistolet et mousqueton, certainement à l'occasion d'une période militaire puisque, avant 40 ans, il restait mobilisable. C'était une des joyeusetés de l'institution militaire que de disposer des citoyens après leur service militaire pour les y replonger à intervalles réguliers, histoire de ne pas leur faire oublier la discipline et le respect du haut gradé. Le voilà donc mobilisé en 1914, probablement directement dans la réserve territoriale puisqu'il venait d'avoir 40 ans. De ce fait, il n'a sans doute pas été au casse-pipe en première ligne. En 1915, il a été affecté au premier groupe d'aérostation. Nous avons quelques photos de cette époque. Il ne perdait jamais son sens de l'humour et il voulait aussi rassurer son épouse. Au dos de cette photo, à gauche, où on le voit au premier plan en train de tirer un camion embourbé, il explique qu'ils font de la traction animale pour laisser les chevaux se reposer, car il faut être bon avec les animaux. Dès la déclaration de guerre, son épouse et sa fille ont quitté Nancy, trop exposées, et ont trouvé refuge dans sa famille à Noyers. Puis Paul a trouvé un travail de secrétaire à la caserne de Montargis. Elle est la deuxième sur la gauche au premier rang. Dans cette unité d'aérostation, Hector Michaud s'est bien sûr occupé de ballons dirigeables, comme on le voit sur cette photo minuscule où il pose devant un ballon. Et dans les derniers mois de la guerre, il a été envoyé à Meudon dans la société d'aéronautique Lotor qui fabriquait des avions à structure en bois massif et qui avait besoin d'un ébéniste pour la fabrication des hélices. À l'issue de la guerre, l'entreprise Lotor a forcément vu son chiffre d'affaires baisser et a donc essayé de se diversifier en créant un département de mobilier dont la direction a été confiée à Hector Michaud. Le contrat a été signé dès février 1919. La production se faisait à Meudon, où Michaud et sa famille résidaient depuis l'année précédente. Un catalogue a été édité. Il contient essentiellement des modèles de Michaud qui sont toujours des meubles de style moderne, assez simples et économiques à destination de la petite bourgeoisie. Il y recycle un certain nombre de ces meubles créés avant la guerre. Sur ce type de production semi-industrialisée, le concepteur disparaît entièrement au profit de la marque. On chercherait donc en vain le nom d'Hector Michaud sur ce catalogue ou sur les meubles eux-mêmes. C'est certainement en raison de cette nouvelle occupation à Meudon qu'Hector Michaud n'est pas rentré à Nancy où il avait fermé son atelier du quai de la Bataille. Voici encore une chambre à coucher du catalogue Lotor. Vous voyez que les lignes générales sont très droites, de façon à limiter l'usinage des éléments à la machine et à diminuer le volume de bois utilisé. Il est probable que pour ce type de mobilier, il a simplifié certains de ses modèles d'avant-guerre. Dans d'autres cas, il a créé des nouveaux modèles, toujours très simples et même très légers. Il existe dans les archives familiales toute une série de dessins qui peuvent correspondre à cette production, comme cette coiffeuse et sa chaise pour la chambre numéro 6. La sculpture est réduite au minimum, mais avec des éléments colorés qui égayent un peu ce mobilier. Anne Billan a découvert dans les archives Lotor à Meudon un document très intéressant. Un dossier créé par Hector Michaud dans lequel chaque élément de chaque meuble est chiffré pour son cubage de bois et le coût de son usinage, ce qui permet d'estimer au plus juste le prix de revient de chaque modèle afin de se placer sur le marché au plus juste prix. Mais malgré ses efforts, cette production de mobilier n'a pas connu le succès escompté et après une proposition de réduction de ses appointements,
Le contrat d'Hector Michaud a finalement été résilié en février 1921. Mais les modèles qu'il avait créés sont restés la propriété de l'auteur. Hector Michaud ne s'est pas lancé sans expérience dans la production de meubles en série, car à Nancy, il avait travaillé pour les Magasins Réunis qui éditaient du mobilier de style moderne qui était fabriqué dans un grand atelier rue de Phalsbourg. Cette production était une initiative d'Eugène Corbin, qui soutenait volontiers les artistes de l'école de Nancy, mais qui ne dédaignait pas de gagner de l'argent avec un des secteurs les plus productifs du style moderne nancéen. En 1907, en collaboration avec l'école de Nancy, les Magasins Réunis ont lancé un concours de salle à manger, remporté par Henri Suner. Cette salle à manger a été éditée et vendue 400 francs or. On la voit ici, en effet, exposée dans les galeries du magasin de Nancy. Nous ne savons pas quel a été l'engagement réel d'Hector Michaud auprès des Magasins Réunis. La taille de son atelier ne lui permettait pas de pratiquer la série. Et s'il a pu y écouler quelques articles fabriqués chez lui, il leur a plutôt fourni des modèles qui ont été fabriqués par les Magasins Réunis eux-mêmes. Cette activité a pu lui donner une expérience pour son poste de directeur chez l'auteur de 1919 à 1921. Nous connaissons aussi 2 photos de stands d'exposition, dont celle-ci, qui date de sa période nancéienne, mais qui ne correspondent pas à l'une des expositions de l'école de Nancy, dont Michaud ne faisait pas partie d'un point de vue formel. Ces photos montrent qu'en tout cas, il a eu la possibilité d'exposer ses créations. Une fois séparé de l'auteur, Hector Michaud n'est toujours pas revenu s'installer à Nancy. Il est resté à Meudon, aux 140 rue de Paris, où il n'avait pas d'atelier. Il a donc continué à pratiquer cette activité de créateur de modèles, en les proposant aux magasins du Fayel, qui étaient les grands magasins du nord de Paris, dans le 18e arrondissement, et aussi à divers ateliers du Faubourg Saint-Antoine, qui regroupaient la plupart des fabricants de mobilier à Paris, dans le 12e arrondissement. Voici une chambre à coucher, à nouveau sur le thème de la mer. Et ici, un salon sur le thème baudelairien des fleurs du mal. On voit qu'une fois passé l'épisode de la fabrication économique chez l'auteur, Hector Michaud est revenu à un mobilier plus cossu à destination de la tranche supérieure de la moyenne bourgeoisie. Voici une salle à manger au houblon. Pour décorer les salles à manger, ce motif de houblon est une alternative au motif de vigne puisqu'il entre dans la composition de la bière. Remarquez que pour tous ces projets, la qualité du dessin est très belle, bien supérieure à celle des dessins nancéiens que nous avons vus. Il est donc possible qu'ils aient été confiés à un dessinateur spécialisé comme il y en avait beaucoup à Paris. Car pour emporter l'adhésion des clients ou des ateliers qui allaient les acheter, il était important que leur présentation soit optimale. Alors qu'il était à Meudon en 1921, Hector Michaud a créé et a offert le modèle de la plaque en bronze du monument aux morts pour sa commune natale de Noyers-sur-Serein. À cette époque, il a aussi écrit des articles dans la revue de l'ameublement où il a donné son sentiment sur l'état et le devenir du secteur du mobilier moderne en France. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ces articles, mais il nous renseigne sur son état d'esprit après la guerre et sur son espoir que l'évolution du style moderne puisse définitivement supplanter la copie des anciens styles. Il est toujours resté très attaché à sa famille et en particulier à son cousin Charles Gros. Nous les voyons ici dans le jardin de la maison de Meudon, avec sa fille Ginette et son épouse Paul. Mais son désir le plus cher était de pouvoir rouvrir un atelier de production bien à lui. Et c'est ce qu'il a pu faire grâce au soutien financier de son ami Georges Méneutras. À la fin de l'année 1921, il a donc loué un pavillon d'habitation avec un atelier attenant à Paris dans le 16e arrondissement, au 75 rue Chardon-Lagage. Et il a embauché 4 ouvriers. En voici les 3 ébénistes. De gauche à droite, Paul Thierlot, Georges Gachon et Léon Goetz. Ils travaillaient au premier étage de l'atelier alors que les machines étaient au rez-de-chaussée. Et voici l'équipe au complet. De gauche à droite, Étienne Moore, le seul sculpteur, Paul Thierlot, Georges Gachon et Léon Goetz. C'est incroyable, mais Anne Billon a pu retrouver leurs noms et prénoms en croisant diverses sources d'informations, dont les souvenirs de sa grand-mère Ginette, qui avait été consignés par sa mère. Comme pour les dessins produits à Meudon, ceux de Paris concernent des projets d'ameublement plutôt cossus et sont dans la même veine stylistique.
c'est-à-dire qu'Hector Michaud est devenu une sorte d'antenne du style nancéien d'avant-guerre, à Paris, mais après-guerre. Voici une des versions du cabinet de travail La Mer, avec le bureau que nous avons vu tout à l'heure. Et ce dessin comporte un rabat qui, quand il est relevé, donne une version plus riche avec un fronton à l'arrière, ce qui aurait permis de disposer des objets au-dessus de la bibliothèque. Les artisans usaient fréquemment de ce procédé pour proposer des versions alternatives aux clients. Hector Michaud s'est progressivement constitué une clientèle à Paris, tout en conservant des attaches à Nancy et en Bourgogne. C'est le cas de cette chambre à coucher au motif de rose qui a été exécutée en 1922 pour son cousin Charles Gros. Pour cet autre projet de vitrine-bibliothèque marqué Paris août 1922, nous n'avons pas d'indication sur le client, mais comme pour le précédent cabinet de travail, on voit qu'Hector Michaud, plus qu'un ébéniste, est devenu un artiste décorateur comme l'étaient la plupart des créateurs modernes de l'époque. C'est-à-dire que quand c'était possible financièrement, ils essayaient de prendre en charge la totalité du décor de la pièce. Sur certains dessins, il donnait des indications. Par exemple, pour celui-ci, il a écrit « Buffet de salle à manger à cajou, bois des îles, sculpture à volonté dans la masse, modèle riche, inédit ». Par modèle riche, il voulait dire qu'il existe des versions plus économiques où la sculpture était moins abondante. Sur ces dessins qui étaient proposés aux clients, les prix de revient et de vente n'étaient jamais marqués. En tout cas, les affaires de l'atelier marchaient suffisamment bien pour qu'Hector Michaud puisse racheter ses parts à son ami Ménetra. Ce projet d'armoire de chambre à coucher est sans doute l'un de ses derniers meubles. Seul le nom du client est indiqué, M. Crozel, Paris. Mais par son inventaire après décès, nous savons que ce M. Crozel habitait au 18 rue de Briancourt, à Paris, et qu'il avait une créance de 1000 francs. On peut donc estimer que cette armoire, et peut-être toute une chambre à coucher, a été livrée en 1923. Je vous parle de derniers meubles et d'inventaire après décès en 1923, et donc vous vous doutez qu'il y a une issue fatale à la clé. En effet, le 25 mars 1923, il est rentré avec un bras paralysé. Tout le monde a cru à une de ces farces, mais c'était bien un accident vasculaire cérébral et il est décédé le soir même. Après ce drame brutal, son épouse a fermé l'atelier de Paris et elle est retournée vivre à Nancy. Nous allons à présent faire un retour en arrière et essayer de décortiquer un petit peu le style d'Hector Michaud. En fait, y a-t-il un style Michaud ? C'est difficile de répondre à cette question. Oui, car nous sommes quand même quelques-uns à réussir à identifier ces meubles en dehors de la présence de sa signature, et non, pas vraiment, parce que ce style agrège énormément d'influences locales. Il a en quelque sorte réalisé un syncrétisme du style de l'école de Nancy. Faisons tout de suite un sort à la copie de style ancien qui est annoncée dès les premiers ateliers nancéiens. Tout le monde à Nancy en a fait, tout simplement parce que c'était une demande constante de la bourgeoisie qui voulait remplacer certains meubles ou bien compléter des ensembles existants. Donc Michaud, comme les autres, en a produit. On le voit sur ce dessin qui propose 3 modèles de table, mais ce n'était clairement pas son cheval de bataille. N'oublions pas qu'avant 1904, il a travaillé chez Majorelle comme ébéniste. Contrairement à Camille Gauthier ou à Alfred Lévy, il n'a pas participé à l'élaboration ou à l'évolution du style de Majorelle. Mais il en a gardé de nets souvenirs. Considérez par exemple ce bureau aux pommes de pin que Majorelle a présenté au Salon de la Société des artistes décorateurs à Paris en 1904. Et juste après, à l'exposition d'art décoratif de l'école de Nancy aux Galeries Poirel à Nancy. La photo est même reproduite dans la revue Art et Décoration en mars 1904. Eh bien, voici quelque chose d'assez proche, dessiné par Hector Michaud. Ce n'est pas une copie, mais on sent bien que l'esprit du meuble, avec ses pieds et ses tiroirs inclinés, y est repris. L'influence de Majorelle se retrouve aussi dans les lignes générales de nombreux petits meubles, comme cette coiffeuse vers 1914. Ou bien cette sellette, qui fait partie d'un projet d'aménagement conçu à Paris au début des années 20. Elle ressemble fort à cette sellette de Majorelle avec un décor aux ombelles qui date de 1907. Encore plus troublant, de ces 3 sellettes qui ont une forme très voisine avec leur pied central qui se dédouble en éventail, saurez-vous me dire laquelle est celle d'Hector Michaud ? C'est bien celle de droite avec un décor de rose. Mais de qui sont les 2 autres ?
Pas facile. Celle du milieu est de Gallet, et celle de droite est de Majorelle. Bien, mais vous auriez aussi pu croire qu'elle était de Camille Gauthier. Car nous retrouvons encore un modèle de sellette très semblable dans les catalogues de la marque Gauthier-Poinsignon. Mais qui a créé ce type de sellette en premier? Pour l'instant, je ne saurais encore le dire. En tout cas, ce n'était pas Hector Michaud qui l'a arrangé à sa manière. Nous retrouvons cette sellette de Michaud sur la photo de droite dans ce stand d'exposition dont je vous avais parlé. Elle était alors décorée au motif de sorbier. Et puisque nous sommes avec Camille Gauthier, sur la photo de gauche, considérez maintenant les meubles du salon aux ombelles, qui ont visiblement inspiré ceux d'Hector Michaud, dont je vous ai mis un exemple en couleur en bas à droite. Ce modèle de salon aux ombelles de Gauthier était lui-même très proche de celui de Majorelle, mais dans ce cas, nous pensons que c'est Gauthier qui l'avait dessiné alors qu'il était encore chez Majorelle, et qu'il avait donc une certaine légitimité à produire un modèle de salon très semblable, un peu plus tard lorsqu'il s'est mis à son compte. En revanche, Michaud n'avait pas tellement de légitimité à s'en inspirer de près. Mais venons-en au plus gros dossier. Vous vous rappelez qu'en 1907, Michaud avait déménagé son atelier au 100 rue Charles III. Or, il suffisait de tourner le coin de la rue vers le boulevard Lobau pour tomber sur la maison et l'atelier de Jeanne Vallin. Comme je vous le disais plus tôt, il n'est pas établi que Michaud ait précédemment travaillé pour Vallin. Mais ce que nous savons, c'est qu'en 1905, Victor Guillaume, l'un des sculpteurs de Vallin et qui était même le gendre de son premier sculpteur Édouard Cornille, travaillait pour Hector Michaud. Donc ce transfert, ou ce débauchage comme on voudra, peut expliquer en partie l'arrivée du style de Vallin chez Michaud, comme on peut le voir sur cette chambre à coucher qui date de ses premières années en tant qu'ébéniste indépendant. Le critique d'art nancéien Émile Nicolas a écrit que Vallin n'avait pas pris ombrage d'avoir servi de modèle à toute une série d'ateliers nancéiens qui se sont mis à faire du style moderne. Mais vous avouerez que voir se créer un atelier à proximité immédiate du sien, employant un de ses anciens sculpteurs et produisant dans son style, ça faisait quand même beaucoup. Voici quelques exemples de la transition du style de Vallin chez Michaud, avec, sur la photo de gauche, le buffet de Vallin pour l'imprimeur Bergeret en 1903. Et sur la photo de droite, un dessin de Michaud pour un buffet de salle à manger. Vous remarquez tout d'abord la similitude dans les lignes générales. L'un des détails les plus intéressants du buffet de Vallin, ce sont ces poignées dégagées dans l'épaisseur du bois qui semblent avoir déformé la matière par l'effort de traction du tiroir. Sur le dessin de Michaud, faute de tiroir, elles sont absentes. Mais nous les retrouvons tout de même sur d'autres de ces buffets, à cette nuance près qu'il leur a donné un caractère anguleux, plus décoratif, mais qui suggère moins l'idée de déformation de la matière. Et si nous regardons les pieds du buffet dessiné par Michaud, nous voyons bien qu'ils sont différents de ceux du buffet de Bergeret de Vallin. Mais en fait, ils reprennent quand même une forme inventée par Vallin, peu avant, pour les pieds de la vitrine Gouttchaud de la rue des Dominicains. Cette forme est elle-même la stylisation de racines, ou bien du recourbement d'une feuille à la base de la tige de l'ombelle, comme pour ce cadre de glace en staff. Bien sûr, le motif le plus connu de Vallin, c'est la stylisation de la gaine de l'ombelle qui est présente à chaque fois que la tige se divise pour laisser partir une ligne secondaire. Cette stylisation de gaine d'ombelle, nous la retrouvons à l'identique chez Michaud. À votre avis, le meuble de Michaud, c'est la photo de gauche ou celle de droite? Celle de droite, bien sûr, car vous avez remarqué les algues qui s'échappent de la tige. Voici un cadre de glace de Michaud, purement au style Vallin, si ce n'est qu'il a ajouté en partie haute les feuilles et les fruits du sorbier et en partie basse les racines. Michaud a créé plusieurs meubles selon ce principe, comme cette vitrine au sorbier. Notons au passage que le motif de division en deux du fronton lui est plutôt propre, même si on le retrouve chez d'autres créateurs nancéiens. Nous revenons à ce meuble phare de la production de Michaud, ce buffet de salle à manger sur la photo de droite, qui est tout à fait inhabituel. En effet, il a abandonné la structure traditionnelle du buffet, qui, même chez Vallin, sur la photo de gauche, superpose le corps bas pour le rangement, la niche intermédiaire et la vitrine supérieure. Michaud a centré la vitrine, qui sépare alors la niche en deux parties latérales, et en a replacé une troisième au-dessus de la vitrine. Son meuble est alors beaucoup plus dynamique. Mais là aussi, nous voyons qu'il s'est inspiré de la partie vitrine du grand meuble pour une salle de billard que Vallin avait construit pour Jules Crombert en 1901. Donc en fait, ce buffet de salle à manger est la transformation d'une structure de vitrine.
Il s'en est aussi servi pour la bibliothèque du cabinet de travail que nous avons vu tout à l'heure, en modifiant la disposition des placards et des tiroirs. Une autre origine possible de ce meuble de Michaud est cette vitrine de Jacques Gruber, sculptée par Jules Cayette, plus tardive puisqu'elle date de 1908-1909. Elle appartenait au négociant en métaux nancéien Saint-Just-Pécard, pour qui Gruber et Cayette ont beaucoup travaillé. Or, ces deux acteurs de l'école de Nancy, plus jeunes, étaient aussi dans la mouvance de Vallin. Mais au contraire de Vallin qui épurait au fil des ans ces formes organiques de leur décor botanique, Michaud, comme Gruber, semblait au contraire ne pas pouvoir s'empêcher de rajouter du décor. Au cours de nos recherches, nous nous sommes aperçus que Michaud avait également fourni un certain nombre de meubles à Saint-Just-Pécard, comme cette belle bibliothèque au motif d'ombelle. Et grâce à Étienne Martin, qui nous a fourni la photo de gauche où figure Marthe Pécard, penchée à droite, nous savons que cette bibliothèque se trouvait dans un salon, en compagnie d'autres meubles de Michaud, comme le petit bureau. Donc, Michaud a pu observer de près du mobilier de Gruber chez Pécard. Mais c'est encore plus probant avec ce modèle de chaise conçu par Gruber qu'il a exposé à Paris en 1903 et publié en portfolio. Voici la version qu'en donne Michaud quelques années plus tard. Elle faisait partie d'un ensemble de salles à manger photographiées chez le client. Sur cette table bureau de Michaud, nous allons voir une autre convergence avec le mobilier de Gruber. C'est cette façon bien particulière de traiter certaines surfaces par ce que l'on peut désigner sous le terme de martelage, comme si on avait tapé avec un marteau sur une surface métallique. Sur le bois, ce sont bien sûr des coups de gouge régulièrement espacés. Le même effet était d'ailleurs obtenu sur le verre, en l'entamant à la meule, en particulier chez Daume. Gruber a beaucoup utilisé cette technique, mais je vous la montre plus précisément sur une table assez tardive de Jules Cayette, qui avait travaillé chez Gruber comme sculpteur avant de se mettre à son compte. Même les créations d'ébénistes nancéiens plus modestes n'ont pas échappé à l'œil de Michaud. Voici par exemple une chambre à coucher qui a été présentée en 1909 par Ferrez et Aurel dans le pavillon de l'école de Nancy à l'exposition internationale de Nancy. Elle était d'ailleurs éditée par les Magasins Réunis pour lesquels, ne l'oublions pas, Michaud a également travaillé. Eh bien voici ce que cela peut donner vers 1921 alors qu'il était à Meudon. À force de voir toutes ces coïncidences, vous allez finir par croire que Michaud était juste un copieur. Mais il faut voir cela de façon plus large dans un contexte d'innovation stylistique continue pendant une vingtaine d'années où tout le monde s'observait. Les Parisiens se sont inspirés des Nancéiens et les Nancéiens se sont à leur tour inspirés des Parisiens. Tout le monde a pris autour de soi et tout le monde a subi des influences. Certains ont été plus leaders que d'autres, mais on trouve des créations intéressantes chez tout le monde, et Michaud n'est pas un cas isolé. Voici par exemple une vitrine du Nancéien Laurent Neis. Toujours dans la mouvance de Vallin, on se trouve très proche des créations de Michaud. Et d'ailleurs, sauriez-vous me dire, sur la photo de gauche, de qui est ce buffet avec des vers gravés et des sculptures de pommes de pin? Michaud ou Neis? Ce n'est pas du tout évident. En l'occurrence, c'est un buffet de Neis, mais ce sont uniquement les poignées qui nous ont donné la solution, car il s'agit d'un modèle exclusif de Neis. Michaud est longtemps resté comme un représentant du style de l'école de Nancy alors qu'il était installé à Paris au début des années 20. Mais s'il n'était pas mort si précocement, il est à peu près évident qu'il aurait très vite basculé vers le style art déco qui se manifestait alors un peu partout. Nous en avons quelques indices, comme ces poignées de style art déco qui équipent cette chambre à coucher de 1922. Et encore plus probant, dans les archives familiales, se trouve ce projet de meuble de style complètement art déco. Pour finir, nous allons passer en revue quelques-uns des objets et meubles de l'exposition et dont nous n'avons pas encore parlé. Commençons avec cet étrange encrier à la figure monstrueuse, parente de la Gorgone. Il est encore une fois sur un thème marin. Hector Michaud l'a offert et dédicacé en 1922 à Noirtin, un ami nancéien qui était peut-être le commanditaire d'un cabinet de travail sur le même thème. Toujours sur un thème marin et sur une forme empruntée à Jacques Gruber, cette console sculptée est sans doute l'un des objets qui ont été offerts par Hector Michaud à sa famille, à ses amis ou à ses clients. La phrase gravée « Au bruit rugissant de la vague millénaire, le cœur humain sanglote », dont il est peut-être l'auteur,
et caractéristique de ses engouements littéraires. Ce plateau au mimosa est resté dans la famille depuis qu'Hector Michaud l'a offert à son épouse en 1907. Il porte l'inscription gravée « Que j'ai toujours réuni joie, amour, cordialité. H. Michaud, 07. » Tout un programme. Son cadre chantourné semble pincé par ses poignets d'où s'échappent des branches de mimosa qui sont un symbole d'estime. Voici 2 dessins préparatoires. Celui de gauche, au motif de lierre, a pu être exécuté en sculpture sur bois, ou en cuir repoussé, ou encore en verre gravé. Michaud l'a probablement exécuté d'après une ou plusieurs planches botaniques, et non par observation dans la nature, car le lierre y est vu à différents stades de sa floraison et de sa fructification, qui sont en fait séparés dans l'année. Le dessin de droite est un projet pour une applique, où il utilise le motif de la crosse de la jeune fougère. Ce cadre de glace, au digital et aux fougères, est daté de 1921. La géométrisation de ces lignes montre une transition vers le style art déco. En revanche, son décor reste très nancéien, avec des fougères, une plante caractéristique de la forêt, des digitales pourpres, autre plante cette fois caractéristique des Vosges, ainsi que des étoiles qui évoquent la nuit. Sur cet autre cadre de glace au motif de sorbier, aucune des lignes externes n'est droite. Hector Michaud a fait alterner des lignes concaves et des lignes convexes, sauf au niveau du couronnement, où il a conservé la succession de 3 lignes convexes que l'on retrouve sur la plupart de ses autres meubles. Ce meuble à musique, où l'on rangeait les partitions, est également décoré au sorbier. Il est constitué de 2 parties asymétriques. Michaud a varié leur hauteur respective et leur subdivision, et sur leur couronnement, il a opposé les lignes courbes et les lignes planes, les lignes concaves et les lignes convexes. Comme sur le buffet que je vous ai montré à plusieurs reprises, le décor au raisin de cette chaise révèle qu'elle était destinée à une salle à manger. Sur les terminaisons des montants du dossier, on retrouve encore une fois les stylisations des gaines d'ombelle, ce motif emprunté à Valin. Nous avons la chance d'avoir un des calques à grandeur d'exécution qui servait aux ébénistes pour la construction des meubles. Ils ne sont pas très nombreux à avoir survécu. Les différents éléments du siège y sont vus frontalement, en superposition. La couverture du dossier et l'assise ne figurent pas sur ce type de document qui était purement technique. La forme générale de cette petite table non datée est assez traditionnelle, mais elle pourrait aussi témoigner d'un glissement vers l'art déco. Outre leur motif alsacien, les plateaux marquetés illustrent 2 saisons. Sur le plateau supérieur, la rigueur de l'hiver, et sur le plateau inférieur, les beaux jours annoncés par le retour des cigognes. Nous connaissons aussi un lit d'enfant qui a exactement les mêmes panneaux marquetés sur son dossier et sur son dosseret. Il est daté de 1923 et c'est donc l'une de ses dernières œuvres. Retrouver les mêmes marqueteries signifiait qu'il possédait une machine pouvant découper plusieurs épaisseurs de plaquage à la fois, ce qui permettait d'effectuer plus rapidement et donc plus économiquement des petites séries de panneaux qui pouvaient être utilisés de façon différente. Nous exposons aussi cet objet inhabituel, ce lit de poupée qu'Hector Michaud a fabriqué pour sa fille unique Ginette. Il lui a donné exactement la structure et le décor de ceux qu'il fabriquait pour ses clients. Les traverses supérieures sont sculptées de pommes de pin, d'oiseaux et d'écureuils. Cet écran de cheminée a un bâti assez simple et traditionnel. Il est décoré de sculptures de tulipiers et d'un large panneau marqueté représentant une scène de moisson. Ce thème le destinait donc plus spécifiquement à une salle à manger. Bien entendu, il était exclu de le poser devant les flammes d'un foyer et on ne s'en servait comme décor qu'en dehors des périodes d'utilisation de la cheminée. Et voici une étagère murale qui a une esthétique proche de l'écran de cheminée que nous venons de voir. Elle est de style art nouveau, mais cette fois éloignée de la mouvance de Valin. Elle est aussi sur le thème de la moisson, mais son panneau marqueté illustre une étape un peu plus avancée puisqu'ici, une glaneuse est déjà à l'œuvre. Hector Michaud l'a dédicacée à Suzanne Gros, fille de son cousin Charles Gros. Cette conférence est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié ou découvert cet ébéniste tout à fait attachant.